Polysécure. Cette fois-ci, c'est un épisode un peu hybride au sens où on aborde un côté plus professionnel et plus technique dans le même emballage parce qu'on va parler des rapports de tests d'intrusion notamment qui sont faits en cybersécurité. Je suis accompagné d'Alexandre et de Valentin. Alexandre, vous connaissez. Valentin, est-ce que tu peux te présenter? Mais oui, avec grand plaisir. Donc Valentin Chéniaud, je travaille en tant que consultant en cybersécurité chez KPMG depuis maintenant pas mal d'années, peut-être même 5-6 ans je pense, au moins. Donc j'ai eu l'occasion de travailler en test d'intrusion, mais aussi en incident response, j'ai fait de la surveillance, donc pas mal d'expérience dans tout ce qui touche à la cybersécurité. Cool. Et bon, pour revenir sur le sujet, ça avait été proposé par vous, le fait des rapports, parce que c'est un élément particulier qui génère beaucoup d'émotions, autant chez celui qui l'écrit que celui qui le reçoit. Donc, je vais vous laisser introduire le sujet, puis on va glisser comme on fait d'habitude. Pas de souci, je vais commencer dans ce cas-là. Donc le rapport, le fameux rapport, donc le livrable qui représente finalement ce qu'un client va acheter lors d'un test d'intrusion, donc qu'il soit web, mobile, interne, externe, quoi que ce soit. Donc c'est sûr que de mon côté et celui de Valentin également, nous on a toute la partie fun de l'intrusion, ou parfois pas fun, mais ça dépend des cas. Mais le rapport est censé comment je pourrais définir ça, représenter la quintessence de l'expertise technique du testeur dans un domaine donné. C'est sorti comme ça, mais l'idée c'est vraiment de présenter aux clients à haut niveau, donc on va parler du sommaire exécutif évidemment, qui contient la posture de sécurité globale de l'entreprise dans un domaine donné, ainsi qu'un petit peu de détails techniques qui pourraient dire voilà, si jamais on arrive à exploiter cette faille, on va être en mesure d'obtenir de l'information confidentielle ou on va être en mesure d'obtenir un accès interne à l'entreprise, etc. Et dans un second temps, on va avoir plus l'aspect technique qui est présenté là à l'équipe TI en interne chez le client, qui va regarder ça de près, éventuellement corriger les failles, les retester et s'assurer que tout est correct. Donc, je pense que ça fait à peu près un bon sommaire sur ce qu'est un rapport. Oui, c'est essentiellement un véhicule qui sert à communiquer vos parties de travail que vous avez faites. Là, vous parlez d'intrusion, mais c'est un peu plus vaste que ça, mais ce coup-ci, on va se limiter peut-être un peu plus ça, parce que c'est vraiment le secteur où il y a beaucoup d'émotions, parce que justement, c'est le véhicule que vous utilisez pour mettre en place ou mettre de l'avant la nature de vos travaux. Mais en plus, il y a toute la complication de communiquer la bonne information et de la bonne façon. Et c'est un enjeu qui est quand même assez important puisque on fait affaire à souvent un client qui a un niveau de connaissance très variable. Enfin, Alex, excuse, je sais pas si tu voulais y répondre, mais je dirais même plus que ça, c'est que ton rapport, il a un ou plusieurs publics. Donc il faut que tu adaptes ton langage en fonction, comme disait Alex, de la structure de ton rapport. Donc tu as le sommaire exécutif qui lui va être orienté plus gestion. Donc c'est exactement ça, la personne haut niveau. Que tu parles d'une vulnérabilité très spécifique en utilisant tous les termes techniques, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est ok, mais ma posture, elle en est où? Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Et après, tu as la partie technique où là, effectivement, les émotions sont un peu plus, puisque là, tu vas la présenter aux parties techniques qui vont souvent te répondre ah, mais ça, on prévoit de le déployer la semaine prochaine, tout le temps. Mais faut que mais c'est jamais méchant comme on le présente en passant, c'est pas ça le but, c'est vraiment une collaboration avant tout, c'est pas une évaluation. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le présente, c'est on est là pour s'aider, on n'est pas là pour te dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. On n'a pas tout le contexte, on n'a pas tout le background, fait que y a ça aussi à prendre en compte. C'est intéressant ce que tu dis et peut-être c'est important de le rappeler. Alors j'ai eu une mauvaise expérience dans ma vie sur un rendu de rapport qu'on faisait encore en physique à l'époque. C'est relativement rare aujourd'hui que ça se fasse de manière différente que sur Teams. Mais je pense qu'il y a toujours une appréhension de l'équipe TI derrière sur les résultats d'un rapport. Donc là, je vais peut-être parler un petit peu du côté client. Sur le fait qu'on ait trouvé des failles dans une compagnie. Donc là, je parle d'une expérience qui a 15 ans aujourd'hui. La perspective qu'on a de la sécurité, c'est pas est-ce que je suis vulnérable, c'est plutôt quand est-ce que je vais me faire rentrer dedans et me faire voler des informations. Donc c'est juste une question de temps aujourd'hui. Donc il y a moins en fait ce tabou du fait j'ai mal fait mon travail. Il faut bien comprendre qu'une équipe TI, elle a
pas que ça à faire. Des fois, c'est juste une seule personne, donc c'est excessivement compliqué pour eux ou pour cette personne de pouvoir appliquer tous les patchs, gérer les problèmes au day-to-day, etc. Mais j'ai eu, lors de d'une de mes premières expériences, les deux personnes TI se faire virer en live, et j'étais très très mal à l'aise parce on avait réussi à rentrer dans la compagnie, mais c'était en aucun cas leur faute. On avait réussi à essayer en tout cas de défendre leur cause, et je vous prie de vous garantir que c'est en tant que première expérience en cybersécurité, ou une de mes premières expériences, c'était pas terrible, mais bon, c'est jamais réarrivé. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. Oh, c'était il y a 15 ans, Alex, il y en a qui étaient pas nés, là. T'sais. Oui, c'est vrai. Traite-moi de vieux, en plus. Ouais, mais j'ai des expériences, pas aussi brutales que celle-là, mais d'expériences où j'ai présenté des rapports qui ont été très mal reçus par le client. De part, là j'ai le recul, puis justement, je suis vieux aussi, de manque d'expérience aussi, de mon manque d'expérience à l'époque. Et c'est un milieu qui était beaucoup moins mature que maintenant, là, tu le mentionnes très bien. Il y a 15 ans ou 20 ans, quand on présentait un rapport de cette nature-là, on était plus dans un contexte où les gens pensaient qu'on les prenait en défaut. C'est un peu le cas que tu as vécu, puis là, ils ont été renvoyés sur le champ, ce qui est complètement absurde. Mais maintenant, on n'est plus dans cette logique-là où on n'est pas là pour prendre les gens en défaut. Puis Valentin, tu le disais très bien, on est là pour leur donner des pistes d'amélioration, justement, pour voir des choses qu'ils n'ont peut-être pas vues et justement les aider à cheminer à travers ça, là. Mais même, je dirais, l'évolution des vulnérabilités aussi est intéressante, parce qu'avant, on se concentrait un petit peu, tu sais, sur l'SQL injection, ta XSS, ton machin. Et peut-être un peu moins sur à quoi tu as accès. Je prends l'exemple d'un test d'intrusion. Le test d'intrusion, il y a peut-être 10 ans, c'était faut devenir domaine admin. C'était un peu ça quand même qui était le highlight du truc. Aujourd'hui, maintenant, si par exemple ton user lambda, il a accès à toute la base de données de la bancaire ou whatever, ou des données utilisateurs, so what? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être domaine admin? Donc ta vulnérabilité, elle est plus vraiment technique, mais elle est plus business. Et ça, c'est une évolution que je trouve aussi intéressante, et où parfois on perd un petit peu l'équipe TI, qui ont peut-être moins cette éducation business, mais plus technique. Et je trouve ça aussi intéressant de voir comment il faut adapter notre texte et comment on veut faire passer le message de dire, non, en tant que soi, c'est pas une vulnérabilité technique, mais plus business, dans le fond. Oui, c'est une évolution très intéressante. J'ai effectivement vu la même chose, mais c'est un peu plus difficile de ramener ces gens-là autour de la table, puisque généralement, le sponsor du test d'intrusion est le côté technique de l'organisation, la direction TI ou la direction cyber ou peu importe. Et c'est plus difficile justement de ramener les gens autour de la table. Comment vous faites, vous autres, pour justement assurer que puis là, tu mentionnais justement clairement que le rapport est destiné à plusieurs publics. Donc, incidemment, comment vous le rédigez justement pour l'amener à plusieurs publics et comment vous assurez que la livraison se fait aussi à plusieurs publics? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a deux aspects au rapport. Puis je vais reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. On a vraiment le contenant, donc qui est le modèle du rapport, et le contenu, ce que le testeur va rédiger à l'intérieur du rapport. Alors, j'ai toujours été... évidemment, de notre côté, c'est plus important le contenu que le contenant. Mais en termes de présentation de rapport, je pense que les équipes exécutives aiment bien quand c'est joli. On veut pas forcément un torchon qui a été rédigé rapidement. Donc, je pense que la première étape quand on va rédiger un rapport, c'est de s'assurer qu'il est propre. Quand vous êtes dans une grande entreprise, c'est facile de payer un designer. Il y en a peut-être même un à l'intérieur de l'entreprise qui va générer de belles images, qui va nous mettre ça en forme pour qu'on puisse travailler sur une base saine. C'est sûr que je recommande à personne d'utiliser les templates Word par défaut ou autre outil d'ailleurs pour rédiger un rapport professionnel. Et d'ailleurs pour ceux qui écoutent, sachez qu'il y a un repository GitHub qui héberge tous les rapports d'intrusion qui sont publiés sur Internet, souvent en anglais malheureusement. Donc, si vous voulez jeter un œil pour vous donner des idées, on pourra toujours éventuellement mettre le lien dans la description du podcast. Et il y a des choses que j'ai vues récemment d'ailleurs, et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je vois aussi beaucoup de rapports qui sont écrits sur deux colonnes, tu sais, un petit peu en mode papier de recherche. Alors, de ce que j'ai lu, c'est plus facile à lire apparemment, mais quand il s'agit d'un rapport, je trouve que c'est
ça rend ça un petit peu plus complexe. Je sais pas si toi, Nicolas Loïc, t'en as vu souvent, mais j'ai vu certaines entreprises fournir ça et puis un peu compliqué. Mais chacun son truc, je dirais, de ce côté-là. Non, ça, je n'ai jamais vu de ce format-là, puis ça doit être difficile parce que souvent, on a puis d'expérience, c'est des tableaux qu'on utilise justement pour mettre en évidence l'information utile ou aider la compréhension des gens ou comment mettre en structure. C'est pas juste de la prose, on met plus du tableau, des listes, des choses comme ça, justement pour rendre ça digeste parce que sinon, c'est un peu... C'est beaucoup sec, un rapport d'intrusion qui n'a pas été mâché correctement pour être présenté, là. Après, il vaut mieux éviter que ça ressemble, comment dire, tu sais, une publicité ou un prospectus. Là, c'est quand même, ça reste un rapport, on s'entend. Ça, j'en ai vu cependant qui ressemble à un prospectus. Donc, oui, avec un peu de pub, puis un peu de vraie pub à l'intérieur des services offerts par la firme qui avait exécuté le dit. T'as 4 pages de présentation de l'entreprise au début, c'est toujours intéressant, c'est sympathique. Les pubs sont partout, hein. Après, ça doit dépendre de la personne à qui tu t'adresses. Je sais que les exécutifs, ils ont l'habitude de voir ce genre de texte-là, donc peut-être qu'ils sont plus habitués, contrairement, tu sais, au tableau, effectivement, quand tu es un directeur TI, ça te fait une roadmap toute faite, là, parce que c'est un peu à ça que ça sert aussi, là, la partie plus technique. Donc, encore une fois, je suppose que ça dépend du public, mais c'est vrai que tout un rapport, je pense, en mode prospectus, qui est censé être adressé à un public universel, moi, je pense qu'on en perd une partie. C'est possible. Non, c'est impossible d'être universel, en tout cas de mon expérience, puisque on s'adresse vraiment à différents niveaux de connaissances, puis même à l'intérieur d'une même direction, on va avoir le directeur puis disons ses employés, et on n'a pas tout à fait le même niveau de compréhension quand on s'adresse à des développeurs, par exemple, ou on s'adresse à des gens en opération de TI. Bon, justement, même eux autres vont des fois bloqués sur l'usage de certains termes ou sur l'usage de certains concepts sur lesquels ils ne maîtrisent pas nécessairement ou n'ont pas exactement la même définition. C'est un énorme problème que j'ai rencontré dans ma carrière, des deux côtés, soit dit en passant, parce que autant j'ai produit des rapports, j'ai soumis à des clients, des fois avec quand j'étais plus jeune, avec un peu moins de succès parce que je manquais d'expérience, mais plus tard, ça allait mieux, là, j'ai pas juste des mauvaises expériences. Et de l'autre côté, quand je reçois comme client un tel rapport, je constate qu'il y a énormément de difficultés de communication dans tous ces éléments-là qui est fait parce que ceux qui l'écrivent n'ont pas le contrôle sur qui le lit là, de l'autre côté. Puis là, ça donne des grandes histoires dans les organisations, notamment pour ce que j'ai vu. Ben, il y a ça et il y a aussi le contexte qu'on n'a pas au complet là. Si on a quand même des blind spots parce que on va pas faire croire à personne là qu'on a tout le contexte d'entreprise quand on fait un pentest, c'est pas vrai. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça dépend du temps qu'on a, tout simplement. Et puis à un moment donné, quand on s'adresse à une entreprise qui, je sais pas, existe depuis 50, 70 ans, pardon, mais est-ce qu'on va se taper 70 ans d'historique, je ne sais pas. Mais ce qui fait aussi que l'un des travaux qui est compliqué quand on écrit un rapport, c'est aussi d'avoir un contexte. Un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est la machine Windows XP qu'on trouve en pentest interne. Bon. Le consultant junior, ce qu'il va souvent faire, enfin consultant ou du moins le pentester junior, ce qu'il va faire, c'est dire, mets ta machine à jour. Ouais, mais non. Non. Quand tu prends, enfin, j'ai été le premier, hein, je commençais ma carrière, j'étais comme, mais enfin, c'est pas normal. C'est quoi ces entreprises? Et après, on t'explique. Et tu apprends que, cette machine-là, elle sert à faire de l'automate. Et que le logiciel qui est dessus, il marche que sur Windows XP et que le mettre à jour, ça va coûter une facture qui est invraisemblable. Donc là, t'adaptes ta recommandation pour dire, isole la machine, etc., etc. Donc, il y a ça aussi qui joue beaucoup, là. Ça, c'est intéressant. Excuse-moi, Nicolas Loïc, vas-y. Non, j'allais dire de votre expérience dans ce contexte-là, parce que là, tu parles d'un cas de junior, puis moi aussi, j'ai déjà été un junior laissé à moi-même. J'imagine que c'est pas une approche qui est recommandée de faire ça, de laisser un junior écrire son rapport seul sans supervision, parce que de mon expérience, ça n'a pas été heureux comme expérience. Non, moi, je sais que j'ai toujours eu la chance d'avoir des personnes qui ont corrigé mes rapports et dont 2 au début de ma carrière, si ils regardent ce podcast, ils vont tout de suite se reconnaître. Je les ai trouvés durs. Mais je leur dis tous les jours merci pour ça parce qu'en fait, aujourd'hui, je le sens. Le pourquoi ils me mettaient tout, ils surlignaient tout et pourquoi ça faisait pas de sens. Mais c'est comme ça qu'on progresse aussi. Mais non, tu laisses pas un junior écrire le rapport A à Z, envoyer au client merci, bonsoir. Ah non. non. D'où l'intérêt de la relecture, hein, c'est quand même relativement important.
Mais pour revenir justement sur l'écriture, peut-être sur l'aspect technique d'un rapport de test, c'est toujours complexe en effet d'avoir le contexte. Déjà, ça va dépendre, comme tu le disais tout à l'heure, du temps qu'on a. Parce que c'est sûr qu'on peut rédiger le rapport en disant voilà, on va prendre tout le contexte de l'entreprise, donc on va discuter tous les jours pendant 2 heures sur j'ai trouvé ça dans le contexte de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire. Le problème, c'est que le client, peut-être qu'il n'a pas le budget pour dépenser 3 semaines de temps sur un test d'intrusion. Donc, il faut aussi qu'on puisse rester générique parfois. Donc, il y a quand même une grande majorité des cas où qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va écrire des observations génériques, des vulnérabilités génériques avec des recommandations qui sont plus génériques, encore une fois. Mais au moment du rendu, on pourra éventuellement discuter avec le client pour voir, voilà, nous, on te présente ça. Est-ce que tu veux qu'on revoie le rapport? Est-ce que tu veux qu'on le réajuste? J'ai rencontré également beaucoup de compagnies qui le font en interne, par défaut. C'est-à-dire que, voilà, nous, on a donné notre avis sur une vulnérabilité. On estime qu'elle est faible. Le client en interne va réévaluer ça en disant, ah ouais, mais là, ça touche à un réseau qui est un peu important. Donc, on va peut-être mettre ça en élevé. Et c'est un travail qui est parfois fait en interne. J'ai rarement vu dans ce sens-là, Alex. J'ai rarement vu dans ce sens-là. Moi, j'ai vu dans ce sens-là. Ah oui. Moi, j'ai vu du informatif passer en critique. Comme quoi, on n'avait pas la vision de la chose. Jamais vu ça. J'ai vu l'inverse. Le critique qu'on essaie de bien descendre. Mais alors, l'inverse, j'ai jamais vu ça. Ah, mais ça, c'est parce que tu parles des rapports qui sont rendus pour garder la certification ISO 27001. Ça, c'est. Je ne dis rien. Pardon, je troll, j'arrête. Mais oui, effectivement, il m'est arrivé dans ma carrière de devoir interpréter des rapports soumis par des firmes de pentest, justement pour remettre en contexte correctement l'information. Et j'ai fait des deux côtés. Soit je n'ai descendu certaines qui étaient trop élevées dans le contexte ou certaines autres qui n'étaient pas assez élevées dans d'autres contextes, qui ne permettaient pas de prendre des décisions adéquates, parce que ça revient à ça pour l'organisation. Faut prendre des décisions, donc tu parlais justement avant un roadmap. Il faut qu'il y ait un roadmap de correction qui s'ensuit et qui est cohérent. Normalement, on passe toujours du plus élevé au plus faible. En théorie, on le fait comme ça. C'est pas nécessairement une bonne pratique parce que dans les faits, 2 moyens peut être plus grave qu'un élevé, mais ça c'est un autre défi, puis c'est une autre capacité à être capable de savoir comment on est capable d'utiliser des kill chains. Mais au-delà de ça, on essaie normalement d'y aller par priorisation. On ne fera pas on corrigera pas du informationnel ou du faible pour rien parce qu'on a un nombre de ressources limitées. On va mettre plus d'efforts sur où ça fait le plus mal pour l'organisation. Et c'est ça qui est compliqué aussi, comme tu le dis, c'est de définir en fait une criticité pour une observation, dans le sens où, bon, aujourd'hui on en est à majoritairement du CVSS 4.0 qui est sorti récemment, si je ne me trompe pas. Alors, pour être honnête, la majorité des gens utilisent encore le 3.1. Le CVSS, c'est bien, mais je pense qu'il manque un certain nombre de métriques dedans, notamment le risque associé à une vulnérabilité. Et il y a d'autres approches. Nous, par exemple, lorsqu'on fait un rapport, on n'utilise même pas une métrique, on utilise quelque chose d'interne qui est tout simplement l'impact qu'a une vulnérabilité et sa probabilité. Alors, il en existe, je pense, des dizaines d'autres. Je crois il y a VPR qui est utilisé par Nessus. Il y a EPSS qui est plus une définition pour les exploits. Bref, personnellement, je vais pas en parler parce que je ne les connais pas assez. Mais il existe beaucoup de métriques qui sont utilisables, mais ce qu'on voit généralement, c'est du CVSS. En tout cas, pour mon expérience, pour ma part. J'aimerais juste faire un point pour ceux qui nous écoutent avec la CVSS, qui est une métrique qui, je comprends, existe. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette sur un standard un petit peu tous ensemble et c'est normal. Mais la CVSS, c'est très, très, très discutable. Le nombre de... quand au début de ma carrière, je fonctionnais beaucoup avec les CVSS, il y a beaucoup de vulnérabilités qui méritaient d'être bien plus hautes que ce que j'ai mis dans mes rapports, dans le fond. La CVSS, faut pas que vous oubliez qu'elle a vraiment ce gros blind spot d'absence de contexte. La XSS, quel que soit je prends la XSS, c'est un peu un running gag que j'ai avec d'autres personnes qui vont peut-être écouter ça, donc c'est pour ça que je dis la XSS, je me ferai chambrer après.
la vulnérabilité XSS ou SQLi qui aura presque tout le temps, c'est même score CVSS. Mais on va pas se mentir, si votre SQL injection, elle vous donne accès à une base de données où il y a absolument rien dedans, so what? Tu vas mettre 9.8 en CVSS, pourquoi? C'est quoi l'impact derrière? Alors que à côté de ça, la base de données qui elle a de la vraie data, de la donnée client par exemple, va avoir le même score. Donc ta roadmap elle est déjà cassée parce que tu vas avoir la même priorisation d'une base de données vide qu'une base de données pleine. Donc juste oubliez pas que la CVSS, oui ok pourquoi pas. Oubliez pas qu'elle a cette absence-là de contexte, même si la 4.0 corrige ça. La 4.0 j'ai hâte de la voir en production, mais alors mon Dieu qu'elle est immense à faire. Ça te prend 10 minutes à faire un score, au secours, mais bon, pourquoi pas. Ah, et puis, qui utilise autre chose que le base score avec CVSS? J'ai rarement vu quelqu'un aller plus loin avec... alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est le temporal et l'environmental score. Ouais. Jamais. Là. Non, ça devient compliqué. Ça, puis pour avoir connu des grandes organisations avec une assez grande maturité en cyber, normalement, ils vont adjoindre une analyse de risque ou une analyse d'impact associée à ces éléments-là. Fait que l'analyse de vulnérabilité ou le pen test va vérifier un système dans lequel il est déjà rattaché une analyse de risque ou une analyse d'impact, dans lequel justement on va arriver exactement à résoudre le problème que tu mentionnes. Mais ça, généralement, c'est pas souvent que ça arrive en carrière. Je l'ai pas vu souvent. Et même, c'est plutôt rare. C'est plus l'exception que la norme que j'arrive. Là, le pentest est déjà mis à côté sur une analyse de risque qui est déjà existante. Généralement, c'est plus l'inverse, qu'on doit inventer une analyse de risque après que le test d'intrusion a été effectué. Puis là, on doit trouver pourquoi, puis rejustifier ensuite les affaires et remettre en contexte. Alex, je pense que tu en as fait aussi, mais les analyses de risque, tout ce qui est threat modeling ou ce genre de choses-là. Le fun. Mais moi, objectivement, je comprends vite le but de l'exercice, par exemple. Une fois que c'est fini, bon, tu peines à le faire, et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est pas un exercice facile. Non. S'asseoir et se dire, ok, mais à quel point je suis à risque? Je vous prie de me croire que c'est pas. Faut être un peu artiste. Hein. De toute façon, notre métier c'est un peu artistique. Faut avoir de l'imagination là, mais c'est quand même super important justement pour ça, parce qu'après, le pentest il prend tout son sens derrière. C'est-à-dire, le pentester est passé là, mais so what? Qu'est-ce qui est associé à ça? Et là, hop, t'as ta documentation propre. Puis là, tu vois que c'est critique ou non, et t'associes ta priorisation. Mais encore une fois, là, ça demande une maturité quand même avancée. Et puis ça prend du temps, là, dépendamment de l'application ou de l'environnement que tu veux tester. C'est toujours un petit peu complexe de faire un modèle justement de menace là-dessus. Ouais, mais ça aide énormément quand on va avoir, parce que ça arrive aussi souvent. On a des clients qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent tester. Et parfois, lorsqu'on va discuter avec le client, on va se découvrir qu'en fait, il n'est pas en maîtrise de l'application, ou alors il y a une partie de l'application qui est hébergée même pas chez eux, donc on n'a même pas le droit de le tester. On a des cas d'usage un petit peu particuliers, et il y a aussi des tests qui peuvent être totalement inutiles. Je vais pas parler par expérience, mais des fois on a un champ sur une page web statique à tester. C'est pas des blagues. Et en fait là, il se passe rien. Donc tu payes pour un service qui est pas nécessaire forcément. Donc là, de manière générale, on va discuter avec le client en disant l'argent serait peut-être mieux investi dans une autre application, ou alors élargir aussi la portée du test, parce que ça arrive très souvent aussi qu'on ait des portées de test très réduites et qui font plus vraiment de sens en fait. Ou alors tester une application sans être authentifié, qu'il n'y a rien d'autre à tester. Donc ça, c'est très important aussi lorsque on va démarrer un test de s'assurer que la portée déjà est correctement définie, mais surtout qu'elle est utile pour le client. C'est vrai, c'est ça. Ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être clients de ce genre de service, n'hésitez pas à vous faire conseiller, tout simplement. C'est un peu notre travail, hein. Non, mais c'est bête, mais c'est pas mal de juste s'avouer qu'on connaît pas toute la technologie, parce que c'est avant tout pas notre métier. Enfin, moi, quand je vais chez mon garagiste, je connais pas toute ma voiture, puis j'attends de lui qui me conseille, en fait. J'attends juste de lui qui me conseille. Et donc, c'est un peu pareil ici. On peut pas tout connaître. Et surtout, comme disait Alex, le point le plus critique, je trouve, c'est effectivement ça, c'est ne pas connaître son application, c'est parfois tester des choses qui sont pas à vous. Et ça, là, ça arrive vraiment très souvent. Le système qui est hébergé AWS, Azure, whatever. Faut pas oublier qu'on peut pas tester Azure, AWS
On peut tester votre application. C'est votre code. Mais le service qui est autour, la bulle, là, non, moi, on m'a déjà demandé de pentester au 365. Non. Oui, celle-là, je l'ai eu, celle-là. Mais ça, pas la bulle autour, mais ça, dans un service SaaS, qu'on se fait demander de se faire tester. Puis, au 365, c'est un bel exemple, là. J'ai un peu sourcillé comme tout quand on m'a fait. Mais j'en ai eu d'autres clients m'ont dit, ah ouais, j'aime ça faire tester ça. Mais non. C'est pas ta responsabilité, puis là c'est pas tes systèmes, c'est pas tes choses, c'est pas ton environnement, puis tu peux briser à la limite les environnements. Puis même chez un client, j'ai dû écrire une note qui est montée à la haute direction pour bloquer un test sur un SaaS en tout cas, bref, c'est un non-sens, mais oui, effectivement, il faut éduquer les gens, puis la responsabilité légale associée, la valeur technique du test aussi, c'est très important, parce que moi, j'ai jamais eu le cas du tester juste un champ sur une page web statique, mais oui, faut tester dans une portée qui est utile, qui dénature pas. Généralement, dans un système qui est complet ou une prestation qui est complète à ce moment-là. Moi, je dis ça dans ce sens-là parce que normalement, on fait une analyse de risque du système complet aussi, pas juste sur un petit composant du système. Donc, dès lors, c'est plus facile de coller l'analyse de risque au système, donc coller tes intrusions au système et de calibrer les résultats en conséquence. Si je peux faire une petite parenthèse sur les services SaaS, etc. Si ça vous inquiète de savoir si c'est sécuritaire ou non, je vous assure que vous allez le savoir vite. Quand il y a une breach ou quoi, vous allez vite le savoir, de toute façon. Et bien souvent, la vulnérabilité, donc nous, ce qu'on peut quand même tester. Parce qu'on va quand même pas non plus tout mettre à la poubelle. Ce qu'on teste souvent dans ces environnements-là, c'est pas tant, on penteste pas directement, mais c'est un peu les pentests nouvelle génération. J'ai eu la chance de faire le Sense Cloud pentest. Et en fait, ce que tu testes dans ce genre de conditions-là, c'est plus les configurations. Donc, désolé, mais encore une fois, ça va peut-être être un peu de votre faute. C'est mal configuré. Mais normalement, les services SaaS, etc. sont de base quand même globalement bien sécurisés puisqu'ils donnent aucune permission. Mais après, si vous en ajoutez, c'est ça qui arrive. C'est ça, cliquer partout dans l'interface parce que ça fonctionnait pas au début. Mettre l'étoile. Par faire des petites erreurs comme les buckets S3 totalement ouverts, etc. Ah oui. Ça arrive souvent. Mais juste pour revenir d'ailleurs sur la rédaction de nos observations dans les rapports, d'ailleurs, c'est un aspect aussi important, je pense, c'est Nicolas Loïc, tu pourras peut-être le confirmer, c'est aussi le détail qu'on apporte à l'exploitation de la vulnérabilité. J'ai lu des rapports où on avait un screenshot, c'était écrit domaine admin. Bref, le client n'a pas appris grand-chose. Il sait qu'il est en mauvaise posture, mais il sait pas trop comment ni pourquoi. Donc c'est toujours, je pense, un aspect aussi important pour l'aspect technique d'un rapport, c'est vraiment la description du chemin d'exploitation utilisé. Alors, on n'a peut-être pas besoin de faire un tutoriel sur comment faire du Kerberos hosting, mais c'est quand même important de fournir, par exemple, les lignes de commande exécutées, de fournir l'outil utilisé, de fournir des captures. Alors, attention avec les captures, j'aime beaucoup. On en parlera tout à l'heure parce qu'on fait beaucoup de relecture avec Valentin. Il faut que les captures soient visibles, c'est-à-dire que le client va peut-être imprimer le rapport, faut que ce soit visible dans un format normal. On n'a pas besoin de zoomer sur la page pour voir les informations nécessaires. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'important et des fois qu'on voit pas beaucoup, c'est-à-dire la description et le détail de comment exploiter la vulnérabilité, parce que l'idée aussi pour les équipes TI derrière, c'est d'appliquer les éventuelles recommandations qu'on aura fournies, mais surtout par la suite de dire voilà, moi je vais réessayer ce qu'il a fait le testeur. Et si ça fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et si ça fonctionne pas, on peut assumer que la vulnérabilité a été corrigée. Ouais, absolument. Le client ou un autre testeur, dans le fond, qui reteste effectivement. Ouais, un test, un double test après, une fois que les correctifs ont été appliqués. Oui, c'est une très bonne pratique, s'assurer qu'on a corrigé les bons problèmes. Des fois, j'ai vu apparaître de nouveaux problèmes après la correction d'un problème. Donc, toujours faire attention, tout dépendant. Puis là, il y a plusieurs. On bascule de tests d'applications qui sont développés maison à du configuration cloud ou des infrastructures, tout dépendant dans quelle portée qu'on a ou quel type d'attaque qui s'est matérialisé. Le type d'explication qui devrait être fourni est différent justement pour accompagner correctement les gens pour qu'il y ait le bon niveau
d'informations pour les aider à au moins corriger, étape 1. Et 2, de vérifier que leur correction elle a correctement fonctionné en retestant le chose ou en ayant une recette qui leur permet de comprendre c'est quoi le chemin qui a été utilisé pour s'y rendre. Ouais. Et puis pour un testeur aussi, du côté du testeur, si je peux donner quelques astuces sur la rédaction de cette partie-là, qui est un petit peu l'essence aussi de ce qu'on va produire, c'est la prise de notes, quel que soit l'outil qui est utilisé. Moi, j'ai utilisé un petit peu tout, VS Code, Sublime Text. En ce moment, je teste Obsidian, qui est très très bien aussi. Donc, peu importe. Personnellement, je fais tout en Markdown. Ça me permet d'avoir une jolie colorisation syntaxique, etc. Donc, c'est super. Et surtout les sauvegarder. Parce que ça c'est l'accident qui peut arriver. Le laptop crash, vous êtes dans 2 semaines et demie de pentest, toutes les notes étaient sur le laptop. Fini. Donc si vous avez un OneDrive ou quoi que ce soit corporatif, attention. Faire attention de l'utiliser. Oui, corporatif. Oui. Corporatif, s'il vous plaît. OneDrive for business. Pas de S3 ouvert ou quoi que ce soit. Pas Pastebin, pas le GitHub Raw, là, non. Et aussi un truc intéressant que j'ai lu, il y a pas si longtemps que ça, c'est sur les captures d'écran. Donc, de manière générale, quand on va faire les captures d'écran qui vont être présentes dans un rapport ou quoi que ce soit qu'on compromette dans un rapport, toujours éviter de mettre des mots de passe en clair ou des condensats de mots de passe ou quoi que ce soit. Si le rapport fuite sur Internet, ça peut avoir un impact quand même assez important. Mais pour la petite anecdote, c'est surtout l'usage du floutage ou de la pixelisation de ces informations confidentielles, de ces identifiants. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de très facilement et rapidement, qui plus est, déchiffrer en fait ce qui est pixelisé derrière. Et on pourrait éventuellement récupérer l'éventuel password dans la capture en clair. Donc, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une barre noire qu'on va mettre, ou blanche, ou la couleur que vous voulez, pour s'assurer que ce soit pas récupérable. Mais voilà, juste pour la petite anecdote, éviter les outils qui pixelisent, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ouais, ou juste mettre juste des barres noires dans Acrobat pour espèce de masquer, puis finalement, le texte qui est en dessous est encore présent. Oui. De s'assurer que c'est sûr que les métadonnées sont pas aussi d'une façon ou d'une autre. Puis ça, j'ai régulièrement vu, là, ils font juste comme mettre un carré noir par-dessus en oubliant que le contenu est quand même en dessous et est encore présent. Puis peut-être pour revenir sur un des points qu'on avait mentionné au début, l'aspect amour-haine que le testeur a envers son rapport, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours le fun de faire un test d'intrusion. On a toujours une contrainte de temps, cela dit. Ça arrive souvent, et moi le premier, je vais pas le cacher, on a généralement peut-être, 5 jours de test, 2 jours de rapport, admettons. Mais vu qu'on continue à trouver des affaires, on continue à tester. Mais plus on continue à tester, moins on a de temps pour rédiger le rapport. Donc, c'est sûr que c'est toujours recommandé de rédiger le rapport en parallèle d'effectuer les tests pour pas se retrouver au pied du mur à la fin. Parce que le client, lui, il a une deadline, il va vouloir récupérer le rapport rapidement. Si en plus il s'agit d'un test pour conserver une certification, il y a souvent en fait une deadline qu'il doit respecter, sinon il pourrait perdre celle-ci. Donc ça c'est ça aussi le problème qu'on a, c'est que on est peut-être un peu trop investi dans notre métier et il y a un moment on s'arrête pas et on ne commence pas le rapport. Le problème c'est que en tout cas moi je parle personnellement, je suis incapable de rédiger pendant 7 heures, 8 heures de suite. C'est à un moment ça me sort par les yeux, je peux faire ça par tranche par exemple de 2-3 heures vraiment concentré, mais il faut que je passe à autre chose. Sinon mon cerveau fume. Et surtout le problème de faire ce genre d'exercice, c'est-à-dire de se dire je vais rédiger mon rapport en 2 jours. Après moi ce qui se passe c'est que j'envoie mon rapport à Valentin et il va me dire qu'est-ce que t'écris Alex, c'est n'importe quoi, parce que voilà, fatigue mentale, tu vois plus les erreurs devant toi, c'est compliqué. Donc je me fais un peu cracher dessus par Valentin. Et il me renvoie mon rapport pour que je prenne une journée, encore une, pour faire ça correctement. À savoir que ça arrive dans l'autre sens, il n'y a pas de souci.
Mais maintenant que tu parles de ça justement, la santé mentale des testeurs et comment on fait que quand on Alex et moi, quand on fait des corrections de rapport, ça se sent vite si un testeur a été fatigué ou a été dans le rush. De toute façon, ça se sent dans les premières pages là, donc c'est pour ça qu'après on se contextualise avec lui là. Mais faut que vous compreniez, pour les personnes qui écoutent par exemple et qui subissent des corrections de rapport, les corrections sont pas contre vous. C'est pas personnel. C'est un livrable qu'on fait pour un client, donc on veut juste s'assurer que la représentation de ce rapport-là est à la hauteur de ce que vous avez fait d'une part, parce que ça vous rend service aussi à vous aussi, en fait. Vous avez travaillé pour ce rapport-là, puis ça se sent. Il y a rarement une fois où je suis tombé sur un rapport où je sentais que le pentester, il a pas fait son travail. Déjà. On sent qu'il est passionné, on sent qu'il a voulu bien faire, etc. Juste que la couche de présentation, qui est malheureusement celle qui compte aujourd'hui, je m'excuse pour tous les techniques, la couche présentation. Alors, j'ai du mal à me la mettre, mais la couche présentation, ça fait 90% de la job. Je suis désolé. C'est ça qui va faire que le client va revenir. C'est ça qui va faire qu'on va s'attacher à votre travail. Et c'est ça en fait. C'est pour vous aider vous en premier à vous améliorer. Puis encore une fois, Alex et moi, nos premiers rapports, ils ont pas été exceptionnels, je pense pas. Enfin, Alex, non, pas du tout. non. Puis même moi, les points que j'oublie à la fin des phrases, tu sais, je le dis aujourd'hui. Puis tu sais, ça blesse l'ego. Quand je suis sorti d'école, tu sais, je pensais savoir tout faire dans la vie, bien évidemment. Je sors d'école, on m'a toujours dit que j'étais capable de tout faire. Bon, après l'entreprise, t'as mis une petite claque, mais tu t'en remets et t'apprends et tu t'améliores. Mais encore une fois, je remercierai toujours ces QA peut-être un peu assassins, mais à un moment donné, si on te le dit pas, bah tu corriges pas. C'est ça aussi qui se passe. Il faut savoir que nous, en tout cas, chez KPMG, même les relecteurs sont relus. C'est-à-dire qu'il y a encore une personne au-dessus de nous qui va nous mettre une claque si jamais on n'a pas bien fait le travail, et ils le font très bien. Et c'est très bien, c'est toujours très instructif. C'est vraiment. Moi j'adore. La rédaction de rapport, c'est quelque chose de compliqué. Ça s'apprend avec le temps. Mais moi, je veux dire. Je leur passe bonjour à tous les deux puis ils se reconnaîtront encore une fois, mais sérieux, c'est que des fois ils te font des remarques, mais tu y avais même pas pensé en fait. Et c'est trop cool. Non, j'ai pas eu l'autorisation avant là, mais non, sérieux, c'est parce que des fois ils arrivent puis ils font mais ça fait pas de sens parce que blablabla. Puis quand t'as pas d'argument derrière, bah t'es comme ouais non en vrai, j'aime bien. Oui, absolument. Puis j'ai passé par les comptables aussi, parce que KPMG est quand même une firme comptable. Fait qu'il y a cette structure-là qui est naturelle à l'organisation. Avoir passé, moi, chez Deloitte, il y a quand même longtemps, puis c'est là où j'ai fait ma école, si on veut, sur une partie de ces affaires-là, notamment l'écriture de rapport, où j'avais 3 paliers de vérification au-dessus de moi. Puis là, quand justement, comme ça, tu sors de l'école, tu sais, bon, t'es jeune, t'es content, tu penses que t'es bon. Et non, pas tant. Les premières fois sont un peu dures à avaler. Avec le temps, on comprend le bénéfice, et effectivement, mon style d'écriture s'est énormément amélioré. Ma rédaction de rapport s'est énormément améliorée. Puis je suis rendu maintenant de l'autre côté, fait que c'est moi maintenant qui fais ce genre de travail-là. J'essaie de pas être assassin, j'essaie d'être gentil et de mettre du minou sur mes observations pour aider les gens à grandir. Puis c'est un peu ça l'objectif aussi, ça tu vas mentionner cet aspect-là d'aider les juniors, ceux qui commencent à grandir. Puis c'est ça l'important aussi à travers ces choses-là, mais c'est pas culturellement très régulier qu'on fait réviser notre rapport et qu'on se le fait challenger de cette façon-là. Mais c'est fondamental. Et l'autre facette, puis tu disais que la présentation, c'est 90% du contenu. Et effectivement, au début de ma carrière, moi aussi également, j'étais outré de ces éléments-là jusqu'à temps que je me fasse rasseoir par une chargée de projet tout à fait excellente qui m'avait expliqué le sens de la vie, puis il dit, si tu veux que ton rapport soit lu, faut qu'il soit attrayant. S'il n'est pas attrayant, il sera jamais lu. Tu n'obtiendras jamais ce que tu veux, ou tu n'obtiendras pas les modifications que tu souhaiterais que l'organisation exécute. Aux plus jeunes qui nous regardent, oui, il y a des comités qui s'assoient pendant 2 semaines pour choisir une police d'écriture. J'en suis désolé. Mais à un moment donné, mais je vous assure que, parce que, alors, on s'en rend pas compte quand on lit un rapport qui pardon, mais faut dire ce qui est, là. Oui, bon, non, mais j'ai eu des cas de genre la virgule n'est pas à bonne place. Ouais, des cas sont vraiment très, très précis dans leurs choses, mais oui. Faut dire ce qui est, mais à un moment donné, en fait, si vous vous en rendez pas compte, c'est que vous avez jamais lu un rapport moche. Je vais vous le dire comme ça.
Mais intéressez-vous, si vous êtes, si vous entendez bien avec votre client, etc. Et même moi, des fois, ça m'arrive, si c'est possible pour des questions légales, etc., de demander s'il y a déjà eu un pen test avant, etc. Tu sais, je me contextualise sur leur posture, etc. Mais je peux vous assurer que quand vous lisez un mauvais rapport qui a une tronche qui est pas terrible, et ben même moi en tant que technique, et ben j'ai pas envie de le lire. Alors que moi-même quelques années avant, je disais, bah de toute façon, ce qui compte c'est le contenu. Mais là, la page de garde était moche et je me suis arrêté là. C'est le contenant. Très important. Je me contredis. Non. Ouais, mais c'était inévitable. Puis oui, effectivement, moi je l'ai appris à la dure aussi. Je me suis fait rasseoir, comme je mentionnais. Et avec le temps, j'ai compris l'importance. Puis effectivement, quand maintenant je regarde, j'analyse. Moi, je vais pas me méditer pendant 2 semaines sur le choisir de la police de caractère. Là. Ça, j'ai pas d'intérêt dans cet univers-là, mais sur le fait que le message est compréhensible, que le contenu est exact, que tous ces éléments-là, des choses très banales. Puis ça, c'est très tôt en carrière. Puis ça, c'est chez Deloitte. Juste d'additionner les montants pour que tout fit, que si dans des tableaux que tu as mis, tu as changé des valeurs, tu as oublié de remettre la somme correctement, ou des éléments comme ça, qui ont l'air banals comme ça. Ben non, c'est pas grave. Ben, il y a quelqu'un qui va effectivement recompter ce qui a été marqué, et si tu n'as pas été bien fait, ben oui, à plusieurs reprises, je me suis fait rappeler que ce que je disais soit ne se tenait pas, soit le fil conducteur était pas là, soit il manquait de cohérence entre mes énoncés et ainsi de suite. Puis, si je peux donner un truc à l'heure actuelle, parce que c'est ça ce que j'utilise pour évaluer le document, j'ai l'introduction, la conclusion. Si ça ne matche pas, je refuse systématiquement le document, parce que nécessairement entre les deux, il y a quelque chose qui marche pas. Il n'y a pas de suite logique, parce qu'on est quand même en entreprise, on fait pas des histoires. On essaie de compter une histoire, mais il faut qu'elle ait un fil conducteur. Et normalement, on peut présumer la fin si on a lu l'introduction, que tout se suit. Ouais, bah si tu réponds pas aux questions que t'as mis dans ton introduction, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, excuse Alex. Et puis le fil de lecture est super important. Ça, je l'ai vu souvent. Et puis j'ai été le premier, je pense, à le faire aussi quand j'ai commencé à rédiger des rapports. C'est les phrases trop longues. Ça, c'est je veux dire, c'est mon mentor m'a toujours dit, Alex, une idée, une phrase. Et je trouve que c'est très très juste de le dire comme ça. Parce qu'en fait, quand on a une phrase qui fait 3 paragraphes, et je dis paragraphes, généralement ils sont même pas espacés, donc c'est difficile à lire. Et la meilleure technique ici, je pense, c'est une idée, une phrase, et c'est surtout lisez la phrase à voix haute. Si vous vous essoufflez, c'est qu'il y a un problème. C'est tout simplement, c'est ça. Là, si vous devenez bleu, c'est pas bon. Donc là, il faut modifier la phrase et la raccourcir. Mon père, il m'a fait ça quand j'étais jeune. Je faisais des phrases comme ça, là. Puis il me fait lis. Et là, je reprends mon souffle. Il fait, t'as vu un point? Non, on continue. Et là, t'étais comme, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Traumatisé. Et après, en revanche, oui, pas des phrases trop longues. Mettre des virgules au hasard dans votre phrase, c'est pas un cheat code, hein. Ça compte pas. Ça se voit, hein. Ça se voit, hein. On le voit, hein. Et je pense que l'autre difficulté lors de la rédaction, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris quand je suis arrivé au Québec. Puisqu'en France, on aime bien les anglicismes. On est censé parler français, mais on adore dire parking et je sais pas, proxy, whatnot. C'est vraiment des choses qu'on met dans les rapports. Ici, j'ai vite appris que, dépendamment avec qui on travaille, il faut parler avec des termes français. Le problème, c'est qu'après avoir discuté avec beaucoup de gens techniques qui sont originaires du Québec, ils me disent, Alex, quand tu me mets serveur mandataire inversé, je comprends pas. Mais moi, reverse proxy. Donc tu sais, il y a aussi ça qui est compliqué, parce qu'en fait, tout le monde te dit oui, mais il faut parler en français. Oui, c'est vrai, mais le truc, c'est que là, le terme technique accepté, je vais dire, c'est celui-ci. Donc moi, personnellement, j'ai découvert un truc super ici, qui est le dictionnaire de l'OQLF. Donc dès que j'ai un terme anglais que je sais pas traduire parce que c'est un terme technique, je vais dessus. Et je vais utiliser le terme, là par exemple back-end ou front-end, qui est application frontale et application dorsale. Ce que je fais généralement, c'est que je vais mettre le terme en français, et entre parenthèses, je vais quand même spécifier le terme en anglais pour que le lecteur s'y retrouve, au cas où il n'aurait pas cette information. Alors je sais pas si c'est une bonne approche. À date, on m'a jamais critiqué là-dessus, mais ça permet au moins aux deux mondes de se reconnaître.
Ben, c'est ça, on est au Québec, on a cette obligation d'utiliser les mots français. Cependant, je fais exactement comme toi, je mets entre parenthèses le mot anglais, justement, pour éviter que la personne technique qui, elle, ne fait pas cet effort-là, n'a pas l'obligation de faire cet effort-là en tant que tel, puisse comprendre immédiatement ça, parce que on revient toujours, c'est un élément de communication. Donc, si on communique pas bien avec notre destinataire, on a un peu raté notre objectif. Donc, dans cette perspective-là, ça permet justement d'atteindre le dit objectif en mettant le terme français, respecter la règle, et le terme anglais pour faciliter la lecture pour les gens qui n'ont pas nécessairement ce degré de raffinement des termes informatiques en français. Puis je pense que on a quand même pas mal fait le tour de la question. Il y a peut-être quelque chose que moi à l'avenir j'aimerais bien peut-être mettre en avant dans des rapports, et je sais pas qui le fait parce que je l'ai vu que très très rarement. C'est un narratif du test. C'est-à-dire que on va quand même, après le sommaire exécutif, en fait, inclure une partie de texte qui décrit en fait les étapes que le testeur a fait pour obtenir, par exemple, telle information ou tel niveau de privilège. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Nicolas Loïc, c'est un peu déconstruit. On va avoir une observation qui va décrire ce qui s'est passé, comment on l'a fait, etc. Mais on n'a pas cette chaîne d'attaque. C'est-à-dire qu'il y a une observation qui va dire on a eu d'IA, mais comment? Donc là, c'est souvent en fait au lecteur de remettre ça dans l'ordre en disant il a compromis ci, il a compromis ça, donc ça l'a amené à faire ça. Donc c'est vrai qu'on peut introduire cette chaîne d'attaque dans le sommaire exécutif, mais je pense pas que ce soit vraiment sa place. Et je pense intégrer peut-être un narratif dans les rapports qui dit voilà, on a commencé par trouver ce domaine-là, puis il y avait une vulnérabilité, etc. Ça peut aussi aider en fait le lecteur aussi à comprendre quelle vulnérabilité a permis de quoi faire et comment en fait on les a enchaînés. En fait, alors avant d'être KPMG, je travaillais chez Egide, qui a donc joint la grande famille KPMG en 2018. Et avant, on faisait ces narratifs-là dans nos rapports. C'est-à-dire qu'on mettait donc nos fiches de vulnérabilité et après on expliquait notre chaîne d'attaque. Donc c'est vrai que dans les pentests internes, c'est notamment très utile. Et en fait, je trouvais cette information très bien. Mais voilà, c'est moi qui la trouvais très bien. Et en fait, c'était peut-être un peu moins utile pour le client. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était utile surtout à nous. Et en fait, c'était plus la destination, une page Confluence pour nous, pour nos docs internes, pour savoir c'est quoi le chemin d'attaque. Donc encore une fois, moi j'adore ça. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment c'est vraiment bien d'avoir un narratif. Néanmoins, encore une fois, le public cible, et il y a comme 80% de tes clients, ils ont pas envie de ça là. Malheureusement, c'est triste. Hein. Malheureusement. Moi, je trouve ça triste. Mais bon, après, c'est comme ça. Notamment, mais de toute façon, ce que j'ai vu apparaître plus récemment, c'est le MITRE ATT&CK, notamment pour décrire ces chaînes d'attaque-là, qui est un véhicule qui est de plus en plus connu par les entreprises et qui fait de sens pour les gens, surtout en opération, surtout dans les SOC, ces endroits-là où justement ces gens-là sont habitués de voir cette chaîne-là ou de voir leurs outils leur fournir déjà ces chaînes d'information-là. Fait que probablement qu'avec le temps, on va voir apparaître peut-être un besoin sur un langage commun. J'espère qu'il va être mieux utilisé que le CVSS, mais il y aura plus d'utilisabilité de cette métrique-là, justement pour aider les entreprises à contrer les attaques, parce que, comme je mentionnais, que quand on a deux vulnérabilités médium, peuvent être plus dommageables qu'une élevée. Ça fait partie Absolument. de cette réflexion-là où le chemin d'attaque devient très important aussi dans l'exécution. Le narratif, j'aime aussi. C'est plus beau de dire narratif, là. Le narratif d'attaque est beaucoup plus intéressant justement de ce côté-là pour nous aider à monter des défenses. Et puis pour rechaîner sur ce qui a été discuté, on est de moins en moins dans des attaques pures techniques. On est de plus en plus dans des attaques de logique d'affaires défaillantes, mélangées avec du technique au passage, et tout ça mélangé donne un chemin d'attaque qui est intéressant, qui est de plus en plus utilisé par les méchants. Après, est-ce que le rapport, ce sera toujours le fameux PDF qu'on va envoyer au client? Je pense que le futur du rapport, c'est plus le fichier PDF. Là, c'est sûr que c'est ce pourquoi on travaille et c'est ce que le client va
payé. Mais aujourd'hui, bon, au-delà du fait, et je sais qu'on en rigole souvent, mais au-delà du fait que le rapport va se finir dans un placard ou va caler une porte, probablement, dépendamment du lecteur, ce qui est dommage. La complexité, c'est aussi pour les entreprises de transformer le rapport en ticket Jira. Je vais utiliser Jira dans ce cadre-là. Je sais qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent de rédiger des rapports. Certaines plateformes permettent de rédiger des rapports et en parallèle de s'intégrer, de s'interconnecter avec des outils tels que Jira pour ouvrir des tickets automatiquement dès qu'une vulnérabilité est découverte. Mais c'est surtout en fait de faire le lien entre le sommaire exécutif qui va être lu par l'équipe exécutive et puis un des testeurs ou un des personnes TI qui va lire ça et qui va devoir convertir ça en action. Et ça, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je pense que demain matin, je vais dire ça comme ça, on va rédiger les rapports différemment. En plus, bon, là, on est à l'époque de l'intelligence artificielle. Est-ce que je vais encore rédiger mes rapports demain matin? C'est même pas sûr. Mais je pense que l'avenir, ça va être surtout l'automatisation. Donc, on va peut-être plus utiliser le PDF du JSON. On va écrire nos rapports en JSON. Ça va être superbe. Ou en gros XML sale. On prépare ça. On va conclure là-dessus, mais justement, sur une projection sur l'avenir, parce que ce qui est mentionné là est très intéressant, mais je le vois déjà en action, mais pas dans un contexte, puis c'est peut-être justement l'évolution du test d'intrusion qui va se faire, parce que ça se fait dans les méthodes automatiques, disons les Nessus de ce monde automatique, qui vont balayer, qui vont générer leur rapport automatique, vont générer l'étiquette automatiquement aussi également, avec les forces et les faiblesses inhérentes à ce type de choses-là. C'est important de souligner que le test humain il va toujours rester très important parce qu'on parlait de logique d'affaires défaillante. Mais le Nessus ne détectera jamais le problème de défaillance de la logique d'affaires. C'est nécessairement un humain qui va être capable d'aller repérer ces éléments-là qui sont marginaux au sens machine, mais très présents dans l'esprit humain. Fait que je vois effectivement d'un côté, quand on va faire un Nessus simple, automatisation, demander à un humain ensuite de convertir son rapport ou l'intelligence qu'il a mis dans son test dans des automatismes, je le vois beaucoup moins bien. Je vous lance la balle là-dessus, puis on va conclure sur votre réflexion sur cet élément. C'est toi le spécialiste. Ouais, dans le fond, ce que tu demandes, c'est ce qu'on veut être au chômage ou non. C'est un peu ça, si je résume. Pas nécessairement au chômage, mais comment vous voyez l'évolution, parce que non, vous ne serez jamais au chômage, mais l'évolution du marché ou l'évolution de ce que vous allez faire, parce que Nessus vous remplacera jamais. De toute façon, c'est depuis des années, ça fait le débat, tout le monde est choqué parce que Nessus est utilisé, tout ça. Puis bon, ça l'enlève parce qu'on ne donne pas de la valeur au test qui est fait par les humains. Mais l'automatisme par le fait de Nessus, mais par le fait d'ouverture automatique de Jira, et ainsi de suite, je comprends l'objectif, c'est bien. Mais à mon sens, le test humain demeure essentiel. Mais en même temps, c'est pas automatisable, les rapports humains. Il y a une limite à ça aussi. C'est pour on est souvent habitué quand on lit un média, quand on lit un journal ou quoi, d'avoir tout le temps une opinion blanc ou noir. C'est oui ou non. Je pense pas qu'il faut réfléchir comme ça, surtout en cybersécurité. C'est pas mal d'avoir du gris aussi de temps en temps, mais bon, c'est toujours plus rapide de dire oui ou non que de dire ouais, mais en fait c'est pas si simple. Je pense qu'il faut garder un peu des deux. C'est quand même pas mal d'avoir des scans réguliers, surtout avec MDE qui arrive, qui commence à être quand même vraiment puissant. Quand t'as MDE dans ton parc qui scanne, etc., toutes tes machines en temps réel, c'est quand même pas mal. Donc c'est bien d'avoir quand même cette veille là. Cependant, comme tu dis, il y a cette logique d'affaires là qui pour l'instant est quand même difficilement identifiable. Peut-être que les IA un jour seront capables d'avoir cette agilité là. On n'en est pas encore là tout simplement, hein, pour l'instant non. En revanche, c'est ça, juste associer les deux, mais soyez pas trop binaire dans votre tête à vous dire si j'ai Nessus c'est bon et si j'ai fait un pentest c'est bon. Non, c'est un cercle continu et l'attaquant il va pas attendre que vous soyez dans telle ou telle situation pour corriger le truc. Je fais juste une parenthèse sur les incidence response. Le nombre de fois où l'attaquant il rentre parce qu'il n'y a pas le tout FA sur ton VPN et que tu me dis que tu vas le déployer la semaine prochaine, l'attaquant il va pas attendre que tu aies déployé ton tout FA. Donc faites une veille constante avec un logiciel automatisé, pourquoi pas, mais assurez-vous quand même que votre posture est ce qu'elle est pour de vrai avec un test humain. Mais encore une fois, associer les deux, je pense. Ça va être un outil qui va vraiment assister. Aujourd'hui, une vulnérabilité, c'est une vulnérabilité qui a une définition qui est déjà écrite, donc il n'y a pas vraiment de travail à faire là-dessus.
puis de l'expérience que j'ai avec la génération de texte actuelle, en tout cas de l'intelligence artificielle, pour dire voilà, décris-moi telle vulnérabilité avec tes mots. C'est quand même difficile à digérer. Aujourd'hui, quelqu'un qui lit 2 articles, un écrit par un humain, un écrit par une intelligence artificielle, tu vas sentir un petit peu la différence quand même. J'allais dire l'émotion qu'il y a dans l'article. Ça va être très, je sais pas le terme blend, quand ça va être rédigé avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas forcément ce que tu veux mettre en avant, par exemple, dans un sommaire exécutif. Mais bon, ça peut être un outil tout simplement pour nous assister aujourd'hui. Après, les pen tests automatisés par intelligence artificielle, je sais pas si c'est le sujet aujourd'hui là, mais pourquoi pas, hein, sait-on jamais. Pour l'instant, on a Nessus qui nous dit qu'SSLv 3 c'est critique, il faut fixer ça. On est dans cet univers-là. Je vous remercie énormément, messieurs. Ça a été très intéressant. On a mis de l'émotion nous-mêmes, pas négative dans ce cas-ci sur ces éléments-là. J'espère que vous avez su tirer des informations. Là, je parle plus aux auditeurs, avoir contenu. Vous avez des questions, on demeure disponible. Gênez-vous pas. Je vais les relayer à mes contributeurs ou vous pouvez les contacter directement si vous savez le chemin. Merci beaucoup.